Bonjour à tous et bienvenue sur Atypique Lab, le laboratoire qui cherche, sème, récolte d'autres regards sur l'orientation et l'évolution professionnelle. Bonjour Michel, Bonjour. je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cet échange. Vraiment, merci d'avoir accepté, c'est un honneur, voilà. Euh, Parce que aujourd'hui, donc, nous allons parler de la pédagogie de la libre motivation. Mais avant ça, en fait, juste pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés au cours de notre parcours professionnel plusieurs fois, notamment autour d'actions d'orientation pour des jeunes décrocheurs. Et puis la dernière fois sur une année de théâtre, une année que tu dirigeais en fait, et la pièce s'est nommée Bienvenue au monde, choisis ton moule. Donc un gros coup de cœur. Et puis donc là, eh bien, c'est parti. Nous allons lancer notre papotage sur la libre motivation. Motivation. En tout cas, cette pédagogie que tu diffuses depuis quelques années. Alors, donc la première question que je vais te poser, c'est, tu es un humain qui? Ah, c'est une super question, ça. Je suis un humain qui accompagne les humains qui se posent cette question-là. Chouette. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, moi, je me pose plein de questions. C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Pourquoi on nous a choisis? Pourquoi est-ce qu'on a des qualités, pas de qualités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout mon parcours, ça a été d'accompagner, de faire des recherches pour moi et en même temps de partager tout le temps mes recherches sur ce que je trouvais. Alors, c'est des recherches terrain, c'est des recherches d'application et de partager ça avec les gens que j'accompagne ou de partager ça avec tous les gens qui aussi accompagnent à côté pour pouvoir répondre au maximum. Et je suis quelqu'un qui a une vision de la société, qui a une vision profonde de la société et une vision liée au peuple premier. C'est-à-dire qu'on ne vient pas au monde pour être dirigé dans une place donnée, mais on vient au monde pour offrir ce que l'on est au reste de la société et être utile aux autres. Ce qui veut dire que pour moi, aujourd'hui, le développement personnel tout seul ne veut pas dire grand-chose parce que ça veut dire que je m'occupe de moi, de moi, de moi, de moi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est moi au milieu des autres, comment je peux être bien, comment je peux exprimer ma singularité et comment je peux accepter la singularité des autres et savoir que chaque singularité fait une société et que la société est la somme des singularités. Et alors, tout petit, justement, est-ce que tu savais que tu allais faire ça? Est-ce que tu avais un métier qui déjà Non. était prédestiné? Alors, tout petit, j'ai su que je comprenais l'humain. D'accord. C'est-à-dire, tout petit, j'ai su que je comprenais l'humain. Et à 5 ans, j'ai compris que c'était dangereux de comprendre l'humain et d'ouvrir sa bouche pour dire ce qu'on pensait de l'humain. Parce que lors d'un événement, j'ai plutôt rencontré les gifles de mon oncle, de mon père, de ma mère, parce que j'avais dit des choses sur l'humain, que, une certaine reconnaissance. Donc ça a été non, ça a été quelque chose et une capacité d'écoute qui a tout le temps été là, mais ça a été quelque chose de très douloureux jusqu'à temps que je découvre que en fait, je pouvais trouver ma place uniquement avec cette capacité de compréhension et de questionnement vis-à-vis des autres. Ok. Et alors là, tu fais un lien justement avec les sociétés primitives. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Les sociétés primitives, elles sont pas organisées en fonction de production, elles sont organisées en fonction de spiritualité et du bien-être de chaque membre. Et chaque membre doit être traité de la même manière. Et toute société primitive, elle est là pour que le groupe soit épanoui et non pas qu'un individu dans le groupe. C'est-à-dire que la notion de coopération qu'aujourd'hui on met en avant, c'est une notion qui existe depuis la nuit des temps, qui a été vraiment mis à mal, notamment par le capitalisme le monde agricole, puisque en fait on a commencé à devenir compétiteur et possessif quand on a mis l'agriculture en place.
Mais tous les peuples premiers qui ne sont pas agricoles, c'est le groupe qui prédomine et chaque individu dans le groupe doit être épanoui pour que le groupe soit épanoui. Et on va demander à l'individu non pas de prendre une place dans le groupe euh, en fonction de ce qu'il y a besoin, c'est-à-dire que chaque enfant est élevé avec des rituels. Et le rituel, il y a un rituel à l'adolescence qui est de s'isoler chez tous les ados, dans tous les groupes, et de dire, ben, quand tu reviens, quelle place tu veux prendre dans le monde des adultes. C'est-à-dire qu'on sait pas les adultes qui donnent la place, c'est l'ado qui vient en disant, bah, tiens, moi j'ai envie d'expérimenter ça, je me sens pour ci, je me sens pour ça. Et les adultes vont l'accompagner à prendre de la compétence à l'intérieur. Et chez eux, on considère qu'en fait, on est bien quand on est utile aux autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont malheureux parce qu'ils travaillent dans le vide. Ils ne voient pas à quoi est utile le travail qu'ils peuvent faire. Ils ne voient plus de relations et ils n'ont plus de résultats directs de production. Quand on ramène à manger ou quand on fait un feu ou quelque chose, les autres tout de suite nous restituent ce que l'on donne. Et là, quand on est sur un ordinateur à remplir des données, on n'a pas un feedback relationnel et humain en direct qui nous dit, bah voilà, ce que tu fais est vraiment utile. Et en quoi ça peut être inspirant pour nous aujourd'hui, au vu de l'état actuel, on va dire, de notre société et de toutes ces questions d'orientation pour les jeunes, mais aussi d'évolution professionnelle pour les adultes? En quoi cette vision, en fait, des peuples primitifs peut nous aider? Ben, cette vision, elle nous aide déjà pour tous les jeunes, parce que tous les jeunes que moi je rencontre qui sont en grande, grande difficulté scolaire, sociétale, sont dans la question du sens. Et dans la question du sens, ils posent tous la question du collectif. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir une vie collective si en fait on n'en a rien à foutre de la place qu'on a dans le collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des collectifs, on a des communautés qui sont sur un acte, mais ce n'est pas une communauté du quotidien. Et dans le quotidien, même la communauté familiale n'a plus de sens, puisque chacun vit son petit monde, son petit égoïsme central en disant, et avec cette société de loisirs, c'est encore pire. C'est-à-dire que le quotidien n'a plus de présence, on est tout le temps dans la projection du futur. Et les peuples premiers sont inspirants là-dessus en disant, ben non, il faut vivre le moment présent et il faut vivre ensemble le moment présent et chacun doit être utile ici et maintenant et pas attendre une hypothétique notion de plaisir à côté. Ok, ça voudrait dire qu'on a des communautés, mais en fait qui sont morcelées, c'est pas des réels. Enfin, c'est pas, y a On pas a de- des communautés d'idées Ouais, et on voit bien que les communautés d'idées, elles ne tiennent pas dans la durée. On a plein de communautés d'idées qui ne tiennent pas dans la durée. Par contre, quand on a par exemple un tiers-lieu qui se met en place ou dans une commune, un petit café qui s'arrête, les habitants coopèrent mais mettent la main à la pâte, c'est quelque chose qui tient parce qu'il y a du présent, il y a du relationnel et c'est concret, c'est-à-dire que chacun peut voir l'existence de ce qu'il fait, quoi. d'accord. Donc ça voudrait dire que ce besoin de concret, finalement, il est quand même au centre de la réalisation de l'humain, ou en tout cas de son Il y a, épanouissement, quoi. il y a le besoin alors de concret et de réalisation palpable, mesurable, qui revient. Alors ça, on l'a plutôt chez les adultes en reconversion. Beaucoup d'adultes en reconversion, et notamment ceux qui avaient des métiers où on est soit dans le légal, l'informatique ou le business et qui ne voient pas eux reviennent vers des métiers en disant, ben oui, si je mets les mains dans la terre, mes carottes, si j'ai mal semé, il va y avoir un résultat immédiat et c'est moi qui vais le voir et ainsi de suite, quoi. Et puis, ben, chez les jeunes, il y a un vrai besoin, eux, pas de résultats concrets, mais un besoin d'être utile aux autres. Et ça, nous, on a perdu ça avec la société agricole, c'est-à-dire dans les années 80, on a perdu une société qui est beaucoup agricole. Dès qu'on est préado, on fait partie
des travailleurs, entre guillemets, de la ferme à filer un coup de main. Et en filant le coup de main, on a quelqu'un qui nous dit c'est bien, c'est mal, mais on a une importance, on participe. Et quand il y a le repas du soir, on sait qu'on a participé parce que ça fait partie de la vie de tous les jours, quoi. Et aujourd'hui, on n'a plus de lien entre la nourriture et les actes du quotidien qu'on peut produire. Et là, on est en train d'enlever la monnaie, l'argent. Ça veut dire que là, il va plus y avoir aucun lien entre ce que je fais et la nourriture. Et on voit bien que quand on accompagne des gens qui veulent revenir à la quête d'eux-mêmes, il y en a plein qui mettent en place des jardins, ou qui se mettent dans des réseaux pour retrouver du quotidien, retrouver le lien à la terre et savoir qu'on appartient en priorité à la terre et pas au monde capitaliste, quoi. Ouais, est-ce qu'il y aura un lien finalement avec les besoins primaires? Je pense à Maslow là notamment, mais Oui, oui, oui. Il y a vraiment un lien avec le besoin primaire. Sauf que moi, le besoin primaire, je ne mets pas la nourriture en premier, je mets le besoin relationnel. d'accord. Pour moi, l'être humain, et il y a eu plein d'expériences de fait, c'est-à-dire de gens qui s'isolent, qui sont bien nourris, qui ont tous les besoins dits primaires satisfaits, mais qui pètent une durite parce qu'ils n'ont plus de relation. Et puis moi, ce que je constate chez tous les gens que j'accompagne qui vont très très mal et qui sont passés par notamment des tentatives de suicide, leur grosse problématique, c'est de ne plus arriver à créer de liens avec les autres. Et puis on n'a qu'à voir depuis le Covid la santé mentale des jeunes, comment des jeunes et des adultes, comment elle a été cassée et comment ce Covid a cassé tout le côté relationnel des individus, des familles, des sociétés, des écoles à côté. Donc pour moi, il y a tout ce besoin de concret, ce besoin d'être utile, mais il y a ce besoin d'être en relation en permanence avec les autres. Ok. Et alors tout à l'heure, tu parlais de la singularité justement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion? Alors pour moi, la singularité, quand je viens au monde, j'ai ma neurologie, ma physiologie, elle est unique, puisque je suis l'assemblage de mon père, ma mère, mais de toutes les générations avant. Donc il y a l'assemblage physique, neurologique, et puis il y a l'assemblage sociétal, c'est-à-dire toutes les valeurs que mes familles ont portées, etc. Et tout ça fait que je suis unique et que dans une famille, dans une fratrie, on va bien vivre les mêmes événements, mais on n'aura pas la même portée et le même ressenti parce qu'on est vraiment singulier à l'intérieur de ça. Et je trouve que c'est important de dire à un enfant qu'il est singulier, qu'il porte bien le nom, qu'il a l'hérédité, mais que dans toute cette hérédité-là, il est singulier et que c'est sa singularité qui va faire sa richesse au milieu des autres. Et ça, on ne le développe pas assez, selon moi, quoi. Et alors justement, comment le développer? Tu l'as évoqué tout à l'heure que la singularité de l'un peut venir, je dirais, un peu rencontrer, voire taper un peu la singularité de l'autre. Donc comment est-ce que les singularités finalement peuvent se coordonner ou en tout cas coopérer? On peut coopérer dans la mesure où on accepte les relations et qu'on enlève la notion de pouvoir. C'est-à-dire, chez les peuples premiers, il n'y a pas de pouvoir. Chez nous, on a un pouvoir, c'est-à-dire il y a le pouvoir de l'argent, il y a le pouvoir du statut social, il y a le pouvoir de l'adulte sur l'enfant. Pour moi, quand je rencontre un petit de 3 ans, un ado de 17 ans ou quelqu'un de 50 ou un senior, pour moi, c'est un être humain et il n'a pas d'âge et il n'a pas de sexe. Ça veut dire qu'il n'y a aucune notion de pouvoir, il n'y a aucune notion de savoir non plus. Et pour exprimer la singularité, il faut qu'on arrête de tout baser sur le savoir. C'est-à-dire, on est une société du savoir, il faut aller à l'école, il faut un bac plus 5, il faut des études scientifiques surtout qui commencent à ne plus vouloir rien dire, puisque même les entreprises font des études scientifiques pour prouver ce qu'elles font est mieux. On a le greenwashing, on a plein de choses comme ça. Et on oublie la singularité de dire à l'individu, mais en fait, t'es qui toi? Et c'est quoi ta spécificité?
Et surtout, on oublie de renvoyer à l'autre qu'il y a des moments, mais il est génial. Il y a plein de moments où il est chiant, ben, on se doit de lui dire, mais il y a plein de moments où il est génial et c'est sur ce moment-là que j'exprime ma singularité. Et pour reconnaître la singularité, il suffit de regarder les endroits où on râle sur les autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire, mais quand on est quelque part, je pense à une jeune qui une organisatrice de première. Et quand elle est à l'école, elle râle parce que c'est mal organisé, les voyages sont mal organisés, c'est que ses parents ne savent pas s'organiser. Et en fait, je lui dis, mais toi, ben, elle me dit, ben, moi, c'est pas un problème pour m'organiser. Et je dis, ben, en fait, ça, c'est une de tes singularités. C'est-à-dire que la singularité, on l'exprime, c'est une qualité qu'on exprime sans faire aucun effort. Sauf que dans notre société, quand il n'y a pas la notion d'effort et de travail, on ne lui donne pas d'importance. C'est quelconque, c'est banal. Et moi, je vois depuis 30 ans que j'accompagne les gens, c'est notre force, elle est sur cette singularité où il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas la notion d'effort. On fait ça naturellement, ça coule, ça glisse. Et quand je suis dans ma singularité, il n'y a pas cette notion de pouvoir, puisque je n'ai pas d'effort et je ne me sens pas surveillé pour le faire. Et je ne remets pas en doute mes résultats. Ça voudrait dire qu'il n'y a jamais d'effort à faire? Ça veut dire que quand on est dans sa singularité, sur la singularité, on n'a pas d'effort. Ok. L'effort, il va être à faire quand on sort de notre zone et qu'on doit développer autre chose, c'est l'apprentissage de nouvelles singularités ou de nouvelles compétences. Ok. Mais sur notre singularité, il y a aucun effort. Et quel lien il y a entre la singularité et finalement ce qu'on entend aussi aujourd'hui beaucoup, les profils atypiques là. Comment est-ce que, enfin, où est-ce que tu fais un lien ou comment tu vois les choses? Moi, aujourd'hui, j'ai tendance à dire que je reconnais les profils atypiques, la neuroatypie, etc. Mais pour moi, c'est un faux débat, puisque pour moi, c'est la société qui crée l'atypie. C'est pas l'individu qui est atypique. Si on est sur cette notion de singularité, chaque individu a quelque chose à amener à la société. Et le but de l'éducation, c'est de l'amener à découvrir cette singularité et de l'offrir à la société. Sauf qu'aujourd'hui, la société, elle veut dicter la place de chacun en fonction du bénéfice que les capitalistes vont pouvoir y trouver. Donc, forcément, c'est la société qui crée l'atypie et ce n'est pas l'individu qui est atypique. Je crois qu'on inverse Et plus on cherche à développer l'atypie de quelqu'un, si on cherche à accompagner l'atypie sans l'accompagner à trouver sa singularité et la place qu'il peut prendre, ben on va le mettre en position de victime et en position de quelqu'un qui se retrouve hors la société et qui est contre. Oui, je suis contre la société, mais pour moi, il y a une société possible où la typie, normalement, n'a pas existé, mais la singularité doit être mise en priorité. Oui, finalement, est-ce que tout le monde n'est pas atypique? On est forcément atypique. Oui, c'est Sauf ça. que ça arrange plein de gens d'avoir des classes atypiques ou des gens atypiques, parce que quand chaque individu est en train de penser à soi, à soi, à soi, le collectif n'est pas là et tout ce qui est de l'ordre de la contestation n'existe pas. Et dans le développement personnel, il y a une partie qui est géniale, c'est prendre en compte l'individu. Mais pour moi, il y a une partie, entre guillemets, j'allais dire révolutionnaire, qui n'existe plus, puisque chacun regarde son nombril sans penser au collectif derrière. Dans la pédagogie de la libre motivation, à chaque fois qu'on accompagne quelqu'un à réfléchir à lui, on réfléchit aussi à quelle société on veut, quel mode de vie on veut et quel projet de vie on veut, et pour soi et pour les autres. C'est-à-dire, on n'est pas que auto-centré derrière. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai chemin à faire en remettant de la relation partout. Parce que le digital, c'est forcément fabuleux.
j'en suis un adepte, enfin, j'en suis pas du tout un adepte, mais c'est surtout qu'au niveau relationnel, ouais, on voit des gens qui sont vraiment très très mal, qui n'arrivent plus à discuter entre eux, qui n'arrivent plus à discuter en famille et qui n'arrivent plus à aller à l'extérieur, ni avoir de rapport euh, professionnel avec d'autres. Ça me questionne énormément, énormément, énormément. Et comment on a pu, en fait, comment on a pu en arriver là, d'avoir cette peur, je dirais, d'aller vers l'autre, d'être en relation avec l'autre. Alors, si on se centre sur le côté professionnel, enfin, j'imagine que ça a le lien aussi avec le côté personnel, hein, Mais comment on a pu en arriver là et surtout, comment est-ce qu'on peut transformer les choses aujourd'hui? Bah, on en est arrivé là parce qu'avant, avant, on était décentralisé. C'est-à-dire qu'un village, il avait une vie. Une petite ville avait une vie. Aujourd'hui, on a fait des énormes centres commerciaux. Aujourd'hui, on a regroupé des énormes choses et tout ce qui est de l'ordre local, on l'a supprimé. Et c'est dans le local qu'on crée du lien. Et c'est pas dans de l'énorme et du consommable qu'on va pouvoir avoir du lien. Puisque quand on est dans du consommable, c'est du lien codifié. Parce que je te parle parce que je sais que tu vas peut-être pouvoir m'acheter et que si je prends telle attitude vachement sympa, tu vas acheter. Enfin, on est dans du codifié. La vie de village, c'était t'es mon voisin, je te supporte pas. N'empêche que je te parle parce que tu es là tous les jours et il va faire. C'est pas idéalisé, c'est dire que en fait, il y avait une vie relationnelle tous les jours qui était presque obligatoire quand on était dans des quartiers, etc. Moi, j'ai vécu en HLM et dans les quartiers HLM, même les gens avec qui mes parents étaient en conflit, mais ces gens-là, tu leur dis bonjour, il se passe quelque chose, et quand tu passes dans la rue, tu es sûr d'être reconnu. Aujourd'hui, pour les trois quarts des endroits, quand tu passes dans une rue, personne ne t'interpelle. Et quand on t'interpelle, tu vois la tête des gens qui disent moi, quelqu'un me connaît ici. Donc, en fait, c'est ça qui a généré je dirais, cette peur ou cette angoisse de l'autre. Ça serait ça, en fait, qui a Oui, généré tout ça. en Ok. fait, comme on a enlevé la proximité des gens, quand Oui. on a enlevé, je reviens au peuple premier, la proximité des gens de pouvoir vivre en mini-communauté qui parlait de mini-communauté, on a fait des énormes communautés, mais des communautés de consommation Ouais, ok. et non plus des communautés de vie au quotidien. Ok, et alors la pédagogie de la libre motivation, justement, elle peut accompagner là-dessus aussi, Oui, sur oui, ces oui, oui, elle profils accompagne de là-dessus. personnes. Elle accompagne là-dessus parce qu'elle est basée sur déjà la créativité. Et puis l'axe premier, c'est recréer la relation et la capacité de vivre avec soi et avec les autres. Et pour moi, c'est primordial. Aujourd'hui, là, je vais reprendre le théâtre parce que c'est un outil qui est fabuleux et les expériences qu'on a pu vivre, tout le monde m'en reparle et tout le monde m'en Eh oui. demande. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est fabuleux. C'est quand on crée une pièce, on apprend à se connaître, on apprend à voir la singularité de l'autre, on apprend, il y a des jours à nous en Mm. grave, et puis il y a d'autres Oui, jours, c'est ça. c'est génial, et puis il y a des moments où on dit, mais on a de la complicité, on vit toutes les émotions ensemble. Mm. Et quand il y a ce partage émotionnel, oui, c'est un souvenir qui reste gravé dans la mémoire parce que il y a eu ces échanges, il y a eu cette vie collective, il y a eu ces basculements émotionnels qui ne sont pas que l'émotion du bonheur. Autant j'aime le bouton qui a mis le bonheur comme produit intérieur brut parce qu'il réfléchit dans la globalité. Autant à chaque fois qu'on me parle de bonheur, je dis, mais non, le bonheur, pour moi, il y a un mot qui est fort. Et dans la pédagogie de la libre motivation, il y a un mot qui est extrêmement fort, c'est la sérénité. Donc, je dois être serein quand je suis triste, quand je suis en colère, quand j'ai peur. C'est la même sérénité, je suis la même personne et je ne vais pas tout le temps être dans cette notion de performance au bonheur. Mm. Parce que là, on a plein de gens qui sont malades de la performance.
Et il y a la performance sexuelle, il y a la performance scolaire, il y a la performance financière, il y a la performance de loisirs, il y a la performance de voiture. Enfin, on est dans, il faut performer, performer. Et si je performe pas, il faut que je me remette en question. Et c'est pas la société qui je remets en question, c'est moi qui suis un incapable parce que j'arrive pas à assurer la performance qu'on me demande. Et là, pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Ben non, il y a des gens qui sont capables de performer et c'est leur singularité, et tant mieux. Et puis, il y en a qui ont besoin d'un rythme posé et il y en a qui n'ont pas besoin de cette hyper ambition de posséder, d'avoir et d'être partout. Et je vois bien, notamment chez les ados, comment c'est l'angoisse de performance aujourd'hui, avec le travail de Chloé Sperduto là, qu'on a eu à l'Académie, comment l'angoisse de performance, c'est ce qui crée le plus grand décrochage scolaire. D'accord. Et quand moi j'accompagne les mômes sur l'angoisse de performance, on démarre de la scolarité, mais on démarre sur je suis pas assez bon pour mes parents, je déçois mes parents, je déçois ma famille, mais en fait je serai pas aimable, personne ne pourra m'aimer, je suis trop compliqué. Enfin, c'est au-delà de la performance scolaire, c'est ben, je n'ai plus de valeur pour exister. Et ça, tu le retrouves aussi chez les adultes plus tard? Alors quand je le retrouve chez les adultes, en général, il y a un joli mot qui a été posé avant. C'est le petit burn machin, là, le burn-out. C'est-à-dire que l'adulte, depuis que j'accompagne, depuis 40 ans, ce que je peux dire, c'est que l'adulte ne change que quand ça commence à être vraiment douloureux. C'est-à-dire que l'adulte, il dit oh, ça va pas. Ah non, non, mais cela, ça va pas. Mais ça va changer. Mais je vais faire un truc. Et puis le jour où il se retrouve, où c'est le corps qui lâche véritablement, il a encore un doute, donc il dit, mais non, mais là, c'était le passager, c'est le corps. Donc il va retourner, revérifier sa petite période de vérification pour voir si bah, il va arriver au bout ou pas au bout, quoi. Et après, il rentre dans le changement. Mais rentrer dans le changement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter de couper toutes les fidélités qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et c'est quoi les fidélités? Est-ce que tu as des exemples? Bah, la grande fidélité et la grande crise d'adolescence, c'est la fidélité à la famille. Avec, quand nos enfants sont petits, on est tout génial. Oh, tu ressembles à papa, oh, tu ressembles à maman. Enfin, en général, c'est tu ressembles à papa quand c'est positif et tu ressembles à maman ou à l'inverse, et ainsi de suite. Oui. Mais c'est surtout, quand les enfants sont petits, on fait on identifie l'enfant à l'adulte que l'on est. Et à l'adolescence, le gamin se rencontre. Lui, il a conscience que il a des compétences, des traits de caractère, des comportements d'un des parents, mais je dis toujours la phrase qu'un jeune a dit à son père, mais je ne veux pas devenir ça. Je sais que je te ressemble, mais je ne veux pas devenir ça, quoi. Et en fait, la bataille, c'est, ben, voilà, je sens au fond de moi, parce que moi, je pense que l'individu, quand il vient au monde, il a un idéal de vie dans la tête. Et que cet idéal de vie vient nous faire chier au moment de l'adolescence. Et qu'au moment de l'adolescence, je suis confronté entre mon idéal de vie et puis toutes les fonctions de la famille, toutes les valeurs de la famille, toutes les valeurs de la société. Et c'est un énorme conflit entre ben, est-ce que je m'écoute moi? Est-ce que j'écoute papa? Est-ce que j'écoute maman? Est-ce que j'écoute les profs? Est-ce que j'écoute les orientateurs? Qui j'écoute? Et ce conflit bah, peut mener à des solutions très virulentes et violentes, quoi. Et là, donc, à l'adolescence, on doit couper les fidélités. Et moi, j'ai une phrase qui dit, je deviens adulte le jour où j'affirme le projet qui me tient le plus à cœur devant l'autorité que je crains le plus, virgule, sans agressivité. Et en conférence, quand je l'ai dit, j'ai plein d'adultes qui viennent me voir en disant, ben, en fait, je suis adulte physiquement, mais au niveau de l'indépendance et de la singularité, je ne suis pas vraiment adulte.
Merci de la citer parce que j'allais justement la placer là, juste au moment, donc, parce que j'adore vraiment cette phrase. Et comment est-ce qu'avec la pédagogie de la libre motivation, on peut justement, je dirais, devenir un adulte qui peut affirmer ses projets? Dans la pédagogie de la libre motivation, on va beaucoup accompagner la relation, mais on va beaucoup accompagner tout ce qui est l'imagination et la culture. Alors, moi, c'est la culture des projets de vie, c'est-à-dire que on sait que les représentations de l'avenir sont liées au milieu socio-culturel dans lequel on est. Et on le voit quand on le mesure en résultats scolaires, etc. Il y a une fidélité au milieu et au mode de vie. Et le but de la pédagogie de la libre motivation, c'est d'aller chercher des histoires de vie dans tous les sens, c'est d'obtenir des témoignages, c'est d'aller à la rencontre de plein de gens qui peuvent avoir des vies qui sont complètement à l'opposé des nôtres. Et en étant à l'opposé des nôtres, ça agrandit mon champ de vision, ça agrandit et ça autorise mon idéal de vie perso. Ok, et alors là, la pédagogie de la libre motivation, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur concrètement? Tu as parlé de théâtre, tu as parlé de là, aller à la rencontre des autres. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou je ne sais pas quel mot mettre, mais qu'est-ce qu'il Eh y a à ben, l'intérieur? en fait, dans la pédagogie de la libre motivation, ce n'est pas les outils qui sont le plus important, c'est la posture. C'est-à-dire qu'on a une posture où on est dans le questionnement, on n'est pas dans l'affirmation, et on n'est jamais dans le jugement. C'est-à-dire que c'est vraiment une posture où on est là, on va poser des questions, et j'allais dire que c'est l'art du questionnement. Je suis en train de réfléchir à à voir avec Lucie si on finit le livre sur l'art du questionnement, puisque la pédagogie de la libre motivation, c'est pouvoir questionner l'autre et le recentrer en permanence sans jamais être dans une posture de pouvoir. Et là, donc, je viens de fermer l'Académie des projets de vie et les témoignages qui arrivent dessus, c'est un lieu où la bienveillance est là, l'écoute est là. Et tout le monde me dit, on se sent compris et il n'y a aucun jugement de notre part. Et quand on dit aucun jugement, ça veut dire que nous, on a une liberté de pensée monumentale. Et quand je forme les gens, c'est ouvrir cette liberté de pensée pour que aucun projet ne puisse nous choquer, qu'ils aillent dans mes valeurs perso, valeurs politiques, ou qu'ils soient complètement à l'opposé. Pour moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle sache que sa singularité va être accueillie là où on est. Alors là, je confirme, hein, pour avoir expérimenté, que effectivement dans ces lieux et à tes côtés, c'est ce que j'ai pu aussi ressentir. Donc, c'est chouette. Merci et puis merci pour tout cela. Et si on parle de l'institutionnel, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, Non? puisque enfin, la PV aujourd'hui, et je la liquide parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour avoir Ouais. refusé des marchés publics où on me disait ben, c'est joli de faire rêver les gens, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils travaillent localement là où il y a du travail. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je suis un fidèle par rapport à mes valeurs qui est impossible à mettre en place puisque pour moi, la pédagogie de la libre motivation, c'est accompagner quelqu'un à trouver son idéal, ses valeurs, l'accompagner à se poser les questions de comment il peut faire ça dans la société où il est, ou choisir une autre société, parce que c'est aussi quelque chose qui se fait aujourd'hui et tant mieux. Et pour moi, c'est accompagner la personne à aller là-dedans, mais c'est surtout jamais la guider, et jamais dire là où l'endroit est le plus pertinent pour elle-même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la personne a toutes les réponses finalement au fond d'elle, quoi. Ben, en fait, on porte tous un idéal, sauf qu'il n'y a pas assez d'endroits où on peut dire cet idéal sans qu'il y ait sa fameuse phrase pourrie. Oui, mais c'est pas réaliste. Sois réaliste. Non. Le réalisme, il vient une fois qu'on a été touché l'idéal. Oui, c'est ça. C'est que finalement, si on prenait tous les individus de la société, la somme de tous les idéaux peuvent justement générer une Oui. société Et pour moi, qui... on n'est pas malade de son passé, on est malade de notre idéal non écouté.
D'accord. Et moi, j'accompagne des mômes qui ont été suivis avec la notion de trauma du passé. Mm, Et quand je les vois repartir, ils repartent parce qu'ils ont un idéal mm. et qu'ils ne savent pas exactement le chemin complet pour y arriver, mais qu'ils savent qu'ils sont en chemin vers leur idéal. Et la pédagogie de la libre motivation, ce n'est pas de réaliser l'idéal de quelqu'un, c'est l'aider à faire éclore cet idéal. Regardez si c'est le moment, pas le moment, à quel moment et par où démarrer. Par où démarrer en sachant qu'un idéal, il est tout le temps confronté à soi, à son évolution perso, aux autres autour de soi et aux événements de la société à côté. Puisque là, on le voit, hein, aujourd'hui où je suis en liquidation judiciaire, il y a plein de sociétés qui disent, bah oui, le Covid a fait en sorte qu'on a perdu de la clientèle qu'on n'arrive pas à récupérer. Et les comportements de la clientèle n'ont plus rien à voir. Là, dans les commerces de proximité, quand on voit que dans la boulangerie, maintenant, il faut qu'il y ait un drive chez le boulanger pour que les gens viennent acheter leur pain. Enfin, et les boulangers il y a des boulangers traditionnels qui disent, bah non, moi, je veux dire bonjour à la personne, j'ai pas envie qu'elle vienne choper son sac et qu'elle me parle pas, quoi. Et en même temps, il y a aussi tout un ensemble d'initiatives. Tu parlais tout à l'heure des tiers-lieux, des écolieux, etc. Il y a tout un pan, je dirais, d'initiatives qui se mettent en place dans notre société, justement, et qui semblent aller dans le sens de rétablir, justement, les relations. Est-ce que ça, Oui, tu le vois oui, oui. émerger? Alors, ça, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il faut que ces choses qui se mettent en place puissent être dans la notion d'être autoproductrices et autofinancées. Mm. Parce que là, il y a plein de tiers-lieux qui ferment parce qu'on était sur des financements publics qui s'arrêtent et on a un mode associatif euh, pour moi, la liberté, c'est l'autosuffisance. Mm. Ouais. C'est-à-dire que si je veux être libre et que mon assos veut être libre, si je ne compte que sur les subventions, déjà, je vais être obligé d'employer le langage demandé euh, pour faire les choses. Franck Lepage a fait une vidéo là-dessus qui est fabuleuse où il dit, voilà, il y a 17 mots à mettre dans un projet pour avoir les subventions. Donc, ça veut bien dire que c'est plus le projet qui est intéressant, c'est le discours qui est prononcé et non pas l'intérieur du projet. C'est pour ça que j'ai tout fait pour ne pas vivre de subventions et ne pas demander de subventions, pour pouvoir garder cette liberté d'agir, d'innover, puisque dans l'Académie des projets de vie, on a passé notre temps à innover et à expérimenter et à s'adapter tous les ans au public différent qu'on avait. C'est ce qui fait que ça a perduré, mais c'est aussi ce qui fait que ça a lâché à un moment donné. Mais pour moi, le mot liberté, il est fondamental. Et je crois que c'est le mot qui est en priorité sur la pédagogie de la libre motivation. C'est-à-dire, prenez la liberté de votre singularité pour proposer un monde auquel vous croyez véritablement. Ah, c'est beau de... C'est beau, il faut que... Ouais, Tu me la merci. renverras, celle-là, elle est vachement Ouais, bien. c'est ça, je vais la noter. Elle va aller rejoindre les autres. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter justement sur la pédagogie de la libre motivation? Qu'elle est applicable partout, qu'elle est applicable partout et qu'elle est applicable et que moi j'aimerais bien qu'elle soit appliquée dès la petite qu'on ait des écoles où on applique la pédagogie de la motivation, c'est-à-dire on va être dans le terrain, on va être sur le terrain, on va être avec des enfants, on va être dans l'ouverture, on va être dans la relation et la créativité sans essayer de bloquer l'imagination des enfants. Parce que là, moi, je suis grand-père et je vois, j'ai un petit-fils qui a une imagination, mais débordante. Et quand il nous raconte à l'école, ah ben non, ton imagination, elle ne doit pas prendre cette forme, elle doit prendre telle forme. Et on voit bien que, heureusement que les parents et les grands-parents ont une ouverture et vont chercher cette imagination. Mais on voit bien que quand il rentre de l'école, il lui manque quelque chose
C'est-à-dire que ce qui va faire sa richesse, on est en train petit à petit de le faire l'éteindre. Mm. Et puis, dans la pédagogie de la libre motivation, l'imagination est la plus grande qualité pour pouvoir s'adapter. C'est-à-dire combattre l'imagination, c'est combattre la capacité d'adaptation d'un individu. Ah, c'est hyper intéressant ça. Mm. Et je trouve que, alors peut-être que c'est politiquement volontaire qu'on bride l'imagination et la capacité d'adaptation. Mais pour redévelopper une capacité d'adaptation, oui, il faut qu'on aille rechercher l'imaginaire, il faut qu'on restimule l'imagination, la créativité, et puis les rencontres. Et puis après, petit à petit, la personne commence à nous dire, mais bah, en fait, il y a longtemps, j'ai toujours pensé que... mais c'est fou, hein, ça, En même temps, c'est dommage parce qu'on se prive finalement de pépites qui pourraient justement générer une société qui soit certainement plus confortable pour tout le monde, quoi. Ah, mais on se prive de pépites et Mm. puis on a plein de pépites qui partent ailleurs. Ouais. On a plein de pépites qui partent ailleurs parce qu'elles savent qu'elles vont être bridées. Ouais. Là, je pense au niveau informatique, des jeunes qui sont hyper doués au niveau informatique et qui partent dans des pays ailleurs où ils savent que s'ils innovent, ils vont avoir quelqu'un qui suit derrière. Ouais. Et que chez nous, on va leur dire non, non, tu n'as pas le droit d'innover au-delà de ce que moi j'ai pensé à côté, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et alors, justement, tu parlais de l'Académie des projets de vie tout à l'heure. Et aujourd'hui, là, quelle est ton actualité? Mon actualité, c'est, bah, je commence à me faire vieux, mais non, c'est T'es jeune vrai depuis physiquement, longtemps. mais pas dans ma tête. Mon actualité, c'est de continuer tous ces entretiens individuels pour des jeunes décrocheurs en quête de sens. Tous les gens qui viennent me voir adultes comme enfants, ados, c'est parce que j'ai des enfants qui viennent et qui disent mais pourquoi je suis mis sur Terre? Et qui demandent aux parents pourquoi ils les ont conçus. Et l'autre fois, il y a un petit bout de 7 ans qui a demandé à ses parents s'ils avaient pris du plaisir au moment où ils l'ont fait, parce que lui, il ne prend pas de plaisir sur Terre. D'accord. Donc aujourd'hui, moi, je continue à accompagner euh, en individuel. Ok. Mon souhait, c'est d'accompagner aussi, de faire de la supervision de gens qui, conseillers mission locale, qui sont dans l'accompagnement vers les métiers pour pouvoir ben, les accompagner à avoir la posture. Ok. Et puis, un de mes souhaits, c'est d'accompagner des structures à mettre des cellules en place pour des décrocheurs, des gens qui sont hors les normes et les accompagner avec la pédagogie de la libre motivation, d'être consultant. Voilà. Donc, je reprends le terme que j'avais créé, c'est pour moi, je suis un consultant en projet de vie. D'accord. Et là, Ok. je vais faire ça dans le cadre d'une association qui s'appelle, qui est en train de se créer, qui s'appelle Normes en boîte. Normand Boîte. Ok. Ben oui, parce que en fait, les gens, on n'arrête pas de mettre des normes. Ouais. Et pour être atypique, il faut avoir des normes, c'est-à-dire on n'a pas les normes de la société, mais il faut correspondre à d'autres normes. Et puis aujourd'hui, ben, tout le monde est dans une boîte. Et il y avait Graeme Allwright qui avait fait une chanson, Une petite boîte, et on passe notre vie dans des boîtes. Et je trouve que cette chanson, qui était humoristique dans les années 70, devient une sacrée réalité, parce qu'on est mis en boîte partout. Et surtout, il ne faut pas déborder des boîtes. Donc, normes en boîte, c'est pour dire aux gens, ben, si les normes et les boîtes vous emmerdent, soyez les bienvenus. Nous, on aime bien les démonter. Et puis, on aime bien que vous créiez votre propre boîte, mais c'est pas créer la boîte qui est important. C'est pouvoir savoir que vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et quand la boîte ne vous convient pas, ben, vous avez le droit de la déplier, de la replier différemment pour vous faire une boîte qui est confortable pour vous. Super. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Michel? Alors, on peut me retrouver. Alors, le numéro de téléphone, je ne sais pas. On peut. Il va y avoir un site internet là pour Ok. Normand Boîte. Sinon, c'est Michel. C'est par email Michel Yegger
YACGER, arrobase, éthique, ETIK.com. Ok, ça marche. Merci Michel. Eh ben, merci de l'interview, merci Et du puis, moment. ouais, c'est ça, c'était un chouette moment. Et puis, ben, écoute, je te dis au plaisir de te recroiser et à vous tous une bonne écoute et au plaisir aussi de vous recroiser. À bientôt. Allez, Merci. à bientôt. Au revoir à tous.